Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nos journalistes Nastasia Haftman et Romain Reverdy nous ont fait voyager entre le Venezuela et la Colombie à la rencontre des nombreux Vénézuéliens qui se rendent en Colombie pour bénéficier notamment de leur système de santé. Pour ce podcast, nous avons donc décidé de nous pencher sur le contexte politique en fait de ces deux pays, dont les élections présidentielles approchent. Et avec nous pour en parler, Simon Schmitt, auteur d'un ouvrage sur la géopolitique de l'Amérique latine. Simon Schmitt, bonjour. Bonjour. Alors peut-être pour débuter, est-ce que vous pouvez nous faire un point rapide sur le contexte dans lequel ces élections vont se dérouler pour chacun de ces pays? On va peut-être débuter par le Venezuela. Alors, ces deux pays, déjà, il faut savoir que ce sont des pays qui sont assez différents sur le plan politique, sur le plan des idées politiques. Donc, le Venezuela, aujourd'hui, c'est un pays qui subit une grave crise sociétale, institutionnelle et économique depuis plus ou moins 2013 et la mort de son leader Hugo Chavez. Alors, auparavant, on avait déjà une tension sociale qui était palpable entre les partisans d'Hugo Chavez et l'opposition. On avait par exemple eu une tentative de coup d'État en 2002 et des grèves générales en 2003 qui avaient été sévèrement réprimées. Aujourd'hui, on a aussi une fuite massive de la population due à la situation qui est extrêmement grave sur le plan économique, c'est-à-dire qu'au niveau des produits sanitaires, au niveau des produits alimentaires, on a une grave pénurie qui est due à la chute de la monnaie du bolivar. On a des affrontements qui sont assez violents entre pro-chavistes et membres de l'opposition ou tout simplement citoyens, et aussi avec les forces de l'ordre, mais qui toutefois commencent à se désolidariser du pouvoir. Sur le plan politique, c'est un pays qui est extrêmement isolé à l'international, comme on a pu l'entendre en Europe, à l'exception de Cuba, qui a toujours été son allié pour être un pays communiste. Donc on a pu le voir par exemple au sommet des Amériques contre la corruption le 12 avril dernier. La quasi-totalité des pays d'Amérique latine se liguent contre le Venezuela, justement en raison des atteintes aux droits de l'homme, en raison de la politique assez violente à l'international de M. Maduro, qui dénonce une espèce de coalition pro-américaine de la part, par exemple, de M. Macron, etc. Donc c'est un pays qui est très isolé à l'international. Et sur le plan économique, le Venezuela ne publie plus de statistiques officielles depuis 2013. Donc en fait, juste avant la crise du pétrole qui a eu lieu en 2014. Et comme le Venezuela est un pays qui dépend à quelque chose comme 90% du pétrole dans son PIB, on imagine bien la situation qu'il existe aujourd'hui. Alors le PIB, selon certaines sources divergentes dont on ne peut pas approuver la véracité, est en chute libre, clairement, et l'inflation des prix de consommation est estimée à 2400% par le FMI pour l'année 2018. Donc on voit bien que le pays est en très mauvaise posture au niveau économique. Ce sont des estimations évidemment, mais ça en fait quand même la plus forte inflation du monde, plus forte que celle de la République démocratique du Congo, qui est dans une situation aussi très instable. Alors le Venezuela, il a lancé récemment le Petro, c'est une crypto-monnaie pour essayer justement de pallier à cette situation économique. Mais pour l'instant, les investisseurs se font attendre et clairement le seul l'investisseur majeur, c'est le gouvernement vénézuélien. Voilà. Alors, sur la Colombie, maintenant, c'est une situation qui est tout à fait différente. C'est-à-dire que sur le plan sociétal, on a eu les accords de paix avec les FARC qui ont mis un terme à 52 ans de guerre. Donc les FARC qui sont un groupuscule militaire, paramilitaire, qui fait partie en fait de l'histoire de la Colombie depuis ces 50 dernières années. Mais on a par exemple l'ELN, l'Ejército de Liberación Nacional, qui continue, lui, la lutte contre l'État colombien, même s'il a décrété 5 jours de cessez-le-feu pour les élections. La population colombienne, de manière assez générale, on peut entendre un certain mécontentement de la politique de Juan Manuel Santos, puisque s'il a réalisé les accords de paix, ce qui est une très bonne chose, il y a toutefois un gros manque à gagner sur les politiques sociales, notamment sur les politiques de réhabilitation des terrains appartenant anciennement aux FARC. Donc on a par exemple beaucoup de narcotrafiquants, de cartels qui vont aujourd'hui essayer de reprendre ces territoires, ce qui produit une augmentation de la violence assez significative. Sur le plan politique, la Colombie est assez divisée, moins que le Venezuela, mais tout de même. On a par exemple les législatives de mars 2018 qui ont donné une position favorable au Parti libéral de l'ancien président César Gaviria. Et on voit qu'à côté de ça, on a un parti qui s'appelle le Cambio Radical,
qui a aussi pris de l'importance, qui est en 3e position sur les résultats des élections législatives, et qui est plutôt extrême droite, et qui, lui, est touché par des affaires de corruption, qui est touché par des affaires de liens avec des groupes paramilitaires, de corruption de fonctionnaires, etc., et qui prône, disons, une renégociation, voire une annulation des accords de paix avec les FARC. Donc là, on va avoir une certaine fracture sur le sujet des FARC, mais comme on va le voir plus tard, aussi sur le sujet des migrations vénézuéliennes. Sur le plan économique, selon la Commission économique pour l'Amérique latine de l'ONU, la crise pétrolière a pas tellement impacté le PIB colombien, même si c'est le quatrième producteur de pétrole latino-américain. Et le PIB en parité de pouvoir d'achat par habitant, lui, est en augmentation, ce qui fait que le niveau de vie des Colombiens, finalement, n'est pas impacté par cette crise. Et l'économie de Colombie, cela fait 17 années que son PIB est stable et relativement croissant. Donc, la Colombie, sur le plan économique, n'est pas tellement touchée par cette crise-là autant que le Venezuela. Ok, donc là, effectivement, on a posé un peu le décor. Alors, pour préciser, le premier tour de l'élection présidentielle au Venezuela, pardon, c'est ce dimanche. Pour la Colombie, le premier tour, c'est donc le 27 mai. Donc, en Colombie, il y a 8 candidats. Pour le Venezuela, il y en a 3, dont Nicolas Maduro, qui est donc le président sortant. Pour le Venezuela, alors, petit point, parce qu'on parle d'élection présidentielle anticipée. Et d'ailleurs, l'ONU va surveiller le vote. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé au Venezuela, c'est que l'opposition, depuis un certain moment, surtout depuis la création de l'Assemblée constituante en août 2017, est très muselée. L'opposition, c'est-à-dire le MUD, c'est-à-dire la table d'unité démocratique, regroupe des partis plutôt de droite, plutôt de centre-droit et de centre-gauche. Cette opposition-là, c'est celle qui a le plus c'est celle qui communique le plus à l'international. Elle est fortement muselée par le pouvoir puisque c'est celle qui peut mobiliser la communauté internationale. Ce qui se passe, c'est que les candidats de cette Mesa de Unidad Democrática n'ont pas pu participer aux élections et leurs candidatures ont été refusées pour diverses raisons qu'on n'évoquera pas puisque ce sont des raisons un peu absurdes parfois. Mais du coup, l'Assemblée constituante qui avait été installée par Maduro en quelque sorte illégalement, a refusé leur candidature, ce qui fait qu'on n'a pas de réelle opposition au Venezuela. On va avoir des candidats comme Henry Falcón ou Javier Bertucci, qui sont des candidats qui sont, pour Henry Falcón, un ancien chaviste, un ancien militaire, et pour Javier Bertucci, qui est un pasteur, mais qui est touché aussi par les Panama Papers, par des affaires de contrebande, etc. Donc on n'a pas de réelle opposition, en tout cas sur les candidats officiels. Maintenant, l'ONU va surveiller de loin, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que Maduro appelait à ce que l'ONU surveille pour avoir une légitimation des élections. Or, ce qu'on voit depuis mars, c'est que l'ONU finalement ne surveillera pas, n'enverra pas une délégation au Venezuela pour justement ne pas légitimer ces élections. Ce qui fait qu'on a une énorme tension, notamment entre les États-Unis et le Venezuela, entre discours interposés. Par exemple, Donald Trump parlait d'escroquerie pour désigner les élections du Venezuela. Donc, disons que l'ONU va surveiller de loin, en dénonçant sans aucun doute les irrégularités, puisque sinon ça serait être complice de ces irrégularités-là, mais n'enverra pas de délégation. Donc ça va être très compliqué de connaître exactement les irrégularités, de connaître la situation dans les bureaux de vote, et de savoir en même temps s'il y a réellement une mobilisation aussi de la population. Voilà, donc l'ONU va la surveiller, mais je dirais de très loin, puisque en plus de ça, Maduro évoque l'inefficacité de l'ONU, etc. Et il évoquait, par exemple, dans un de ses discours, l'ONU en Centrafrique. Donc on voit bien que lui se sert aussi de ces sujets-là pour délégitimer l'ONU et montrer que finalement, surveiller les élections, c'est aussi une manière pour les États-Unis de surveiller Maduro, de délégitimer le pouvoir, etc. Donc c'est assez ambigu, c'est-à-dire qu'en même temps, l'ONU ne veut pas envoyer de délégation pour ne pas être complice et pour ne pas être du côté de Maduro, mais d'un autre côté, Maduro voudrait qu'il y ait une délégation et dénonce l'ONU. Donc, c'est très très compliqué de savoir si finalement l'ONU se place dans une réelle opposition à Maduro ou si elle va pouvoir observer les atteintes aux droits humains, etc. Donc, c'est très très compliqué, c'est un sujet très très sensible pour l'ONU. Et ce qui reste à voir, c'est finalement
quelles vont être les déclarations de l'ONU à la suite des résultats des élections. Pour l'instant, c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer. C'est ça, parce que de toute façon, ça restera des annonces, en fait, enfin, ou des déclarations, ça ira jamais plus loin dans tous les cas. Voilà. Alors, Donald Trump menaçait en juin dernier d'intervenir militairement au Venezuela. Ça me paraît quelque chose d'assez compliqué au vu du retrait des États-Unis d'Amérique latine et au vu des intérêts qu'il peut y avoir au niveau du pétrole. Alors, ils ont rompu les liens pétroliers qu'il pouvait y avoir, notamment par l'entreprise Citgo qui avait été rachetée par le Venezuela aux États-Unis. Maintenant, l'ONU étant basée à New York, il y a évidemment une concomitance entre le discours de Donald Trump et le discours de Gutiérrez, qui est le président de l'ONU. Donc c'est très très compliqué de savoir si finalement l'ONU se place en réel observateur objectif ou si finalement elle va se placer plutôt dans le discours des présidents européens et des présidents occidentaux de dénoncer tout simplement, sans aucune raison, sans aucun argument développé plus en amont, la politique de Maduro. Pour l'instant, je pense que l'ONU va observer de loin, sans toutefois pouvoir intervenir et pouvoir dénoncer sans preuve finalement. C'est-à-dire que sans être sur le terrain, ça va être compliqué de dénoncer avec des preuves matérielles qu'il y a eu des obstructions au vote, dans des bureaux de vote, des obligations, voilà. Pour l'instant, c'est un sujet assez flou, on va dire. Alors, vous avez déjà commencé à y répondre en partie, mais du coup, quel est le rôle des États-Unis justement dans tout ça? Alors, les États-Unis, évidemment, ils ne vont pas rester les bras croisés. Ils ne vont pas, comme le disait l'ancien président colombien, ils ne vont pas laisser une deuxième Cuba se développer à nouveau en Amérique latine. Voilà. Il faut bien comprendre que l'histoire des États-Unis avec le communisme, on le sait, il y a eu la crise de Cuba dans les années 60, c'est quelque chose qui est encore énormément d'actualité, sachant que Donald Trump se place vraiment en successeur des politiques de containment, des politiques de containment de la gauche, du communisme, etc. Disons que s'il y a eu d'énormes sanctions économiques à l'encontre du Venezuela, il n'y a pas eu de réelle volonté de mettre par terre le gouvernement de Maduro. C'est-à-dire qu'ils ont affaibli le gouvernement de Maduro par les sanctions économiques sur les produits alimentaires, etc. Mais à côté de cela, on ne peut pas dire que c'est ça qui est responsable de la crise. On a pu l'entendre dans la bouche de certains politiciens français et européens que les États-Unis avaient fomenté la crise du pétrole, etc. À mon sens, c'est un peu du complotisme puisqu'on ne peut pas dire que les États-Unis soient responsables de la crise vénézuélienne. Le Venezuela est responsable de sa propre crise de par son modèle économique qui dépend à 90% du pétrole. Alors évidemment, les États-Unis font pression sur les États latino-américains pour qu'ils dénoncent le Venezuela, donc par le biais de l'Organisation des États américains, et donc le sommet dont je parlais tout à l'heure en avril 2018 contre la corruption a dénoncé très fermement le gouvernement de Maduro, ses atteintes aux droits de l'homme, la corruption qu'il génère. Et ce qui est très compliqué aussi, c'est d'établir un lien finalement entre les pays latino-américains et les États-Unis, sachant que Donald Trump rejette beaucoup de liens qu'il avait eu, par exemple, avec le Mexique sur la guerre contre le narcotrafic. On a eu la polémique sur le mur, etc. Mais dans d'autres États latino-américains, Donald Trump a refusé de visiter les présidents alors que ceux-ci l'y invitaient. Donc on voit bien qu'il y a une ambiguïté sur le plan américain, c'est-à-dire que les États-Unis veulent à la fois éviter d'avoir une seconde Cuba à leurs frontières, puisque le Venezuela est accessible, les États-Unis sont accessibles depuis le Venezuela par quelques heures de bateau, mais d'un autre côté, ils n'ont pas de réel, ils ne vont pas aller à l'encontre des politiques de Maduro et ils ne vont pas aller serrer la main des États latino-américains. Donc c'est très compliqué, Donald Trump, de comprendre ce qu'il veut, notamment par son imprévisibilité et par son instabilité politique. Lui tend à se recentrer sur le Moyen-Orient et sur l'Asie, comme l'avait fait Barack Obama. Donc finalement, les États-Unis, je pense qu'ils jouent un rôle dans le sens où ils ont eu des sanctions économiques, ils ont pris des sanctions. Maintenant, leur retrait d'Amérique latine qui a été opéré depuis une dizaine d'années fait qu'ils ne peuvent pas avoir un réel impact finalement sur le reste des États latino-américains et donc sur le gouvernement de Maduro. Donc oui, ils jouent un rôle sur le plan économique, mais ils n'ont pas les moyens de faire une réelle pression sur le Venezuela pour l'instant. Voilà. Et alors, au niveau de... Alors, on va mettre de côté les États-Unis pour le moment. Ces élections en tant que telles, en Colombie, au Venezuela, à quel point est-ce qu'elles sont importantes pour le reste de l'Amérique latine? Quel impact elles peuvent aussi avoir sur le reste de l'Amérique latine?
Alors, je pense que la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'Amérique latine en ce moment, elle est sur la fin d'un cycle de gauche. C'est-à-dire qu'on a vu depuis les années 90, qu'on a vu par exemple Hugo Chavez, on a eu Evo Morales en Bolivie, on a eu Rafael Correa en Équateur, on a eu Lula au Brésil, on a eu Pepe Mujica en Uruguay. C'est la fin d'un cycle de gauche qui sont des gauches pour la droite latino-américaine très populistes, qui ont fait des bonnes réformes mais qui sont allées trop vite. Donc on a un certain mécontentement de ces gauches-là sur le plan politique. Et je pense que les élections en Colombie, notamment, traduisent un peu ce mécontentement-là. C'est-à-dire que on va avoir, par exemple, le candidat Gustavo Prieto, qui est le candidat du Movimiento Colombia Humana, qui est économiste. Lui, c'est un ancien membre du groupuscule paramilitaire M19. Et il a été dénoncé par ses opposants comme étant en relation avec Maduro, etc. Ce candidat-là, il a été ciblé par des jets de pierre et apparemment, mais ce n'est pas prouvé, par des tirs à balles réelles. À côté de ça, on va avoir un autre candidat qui s'appelle Ivan Duque, qui représente le parti du Centre démocratique, qui refuse l'accord de paix avec les FARC, qui propose un programme de libéralisation extrême de la Colombie et dénonce le populisme de gauche. Et encore une fois, on va avoir un autre candidat qui s'appelle Humberto de la Calle, qui est un candidat qui représente le Parti libéral, et lui est le successeur direct de Juan Manuel Santos et propose une politique dans la continuité des accords avec les FARC, dans la continuité de la diversification économique de la Colombie et de la redynamisation des territoires. Mais ce qu'on observe finalement, c'est que tous ces candidats en Colombie, ils proposent quasiment les mêmes programmes à quelque chose près. Donc, ça témoigne pour moi du manque de représentativité qu'il peut y avoir, en tout cas en Colombie, mais aussi en Amérique latine. Comme on est sur la fin d'un cycle de gauche, les droites essayent de dénoncer les mauvaises politiques de la gauche, etc., ce qui est normal, ce qui se fait à chaque fois qu'on a un changement de parti. Mais ça témoigne aussi du fait que, finalement, même si les gauches latino-américaines ont eu des bonnes politiques sur le plan des matières premières, sur le plan de la protection de l'environnement, etc., on a une grosse déception de la part de la plupart de la classe politique et sans doute des citoyens, même si c'est compliqué de le savoir. Alors, au Venezuela, je pense que c'est beaucoup moins représentatif de ce qui peut se passer en Amérique latine. Je pense que les gens, de manière générale, attendent les élections vénézuéliennes pour voir si Maduro va rester au pouvoir ou si quelqu'un d'autre va le remplacer. Mais à mon sens, vu que le MUD, qui était la réelle opposition, ne participe pas à ces élections, finalement, les autres candidats du Venezuela, comme Henry Falcón, qui représente le parti Avanzada Progresista, ne sont pas des réels candidats d'opposition. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une rupture dans la politique de nationalisation du pétrole, dans la politique de politique sociale, dans la politique d'agressivité envers les pays de droite, etc. Au Venezuela, ce sont des candidats qui se disent en opposition avec le gouvernement de Maduro, car ils sont obligés de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, ils sont obligés de dénoncer les violences. Maintenant, est-ce qu'ils vont réellement changer les choses? Est-ce qu'ils vont réellement changer les personnes qui sont au ministère? C'est très compliqué de le savoir. Je pense, à mon sens, qu'il n'y aura pas de réel changement au Venezuela. Et à mon avis, de ce que j'ai pu en entendre ici en Uruguay, les gens attendent plus des élections en Colombie que des élections au Venezuela. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup de désillusions sur les élections vénézuéliennes. Ils pensent tous que finalement, soit Maduro va rester au pouvoir, soit le nouveau président finalement continuera sa politique. Donc, les élections colombiennes sont beaucoup plus attendues dans le sens où la Colombie est un pays qui est moteur pour les économies d'Amérique latine, qui est moteur pour l'intégration régionale de l'Amérique latine, et qui est aussi un pays un de ceux qui coopèrent le plus avec les États-Unis. Donc, il y a beaucoup plus d'attentes, à mon sens, dans ce sens-là, c'est-à-dire que la Colombie peut aussi changer la donne dans les relations États-Unis-Amérique latine et dans l'économie globale de l'Amérique latine. Maintenant, effectivement, savoir ce qui va se passer au Venezuela, c'est très compliqué. Je ne pense pas qu'il y aura de réel changement sur le plan politique. Alors, manifestement, vous le dites, que ce soit dans le reste de l'Amérique latine, ou même on imagine des Vénézuéliens eux-mêmes, il y a peu d'attentes, peu d'illusions en tout cas sur cette élection. En revanche, justement, si Nicolas Maduro est réélu, est-ce que ça risque pas de provoquer aussi des mouvements de colère des Vénézuéliens qui se sentiront peut-être floués parce que, vous le disiez, pas de réelle opposition finalement? Alors, c'est sûr que, comme on peut le voir depuis 2013, les Vénézuéliens en ont clairement assez de ce gouvernement. Ça, c'est certain. Maintenant, on a encore des groupes
qui soutiennent le président. Donc, finalement, le pays est réellement divisé et les opposants politiques s'exilent, sont obligés de s'exiler. Ils sont forcés à s'exiler par la violence du gouvernement, par les pressions politiques qu'il peut y avoir, les pressions économiques qu'il peut y avoir, etc. Donc, finalement, je pense que oui, il y aura des manifestations, les grèves générales continueront, les pénuries vont continuer, etc., si Maduro est réélu. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir, disons, pour envisager le pire, une réelle guerre civile, une réelle fracture je pense que c'est assez compliqué d'anticiper, sachant qu'une majorité des opposants politiques et des citoyens qui ne sont pas d'accord avec la politique de Nicolás Maduro sont en train de s'exiler. Donc finalement, si les gens avaient confiance dans les élections, si les gens pensaient que leur vote allait compter et pouvait changer la donne, ils seraient restés au Venezuela. Donc pour moi, c'est aussi quelque chose qui est significatif de voir un exode massif comme ça, c'est que les gens finalement n'ont plus confiance dans les institutions, n'ont plus confiance dans l'économie, n'ont plus confiance dans leur pays. Alors, je suppose qu'ils aiment leur patrie, évidemment, comme n'importe qui, mais ils n'ont plus confiance dans le fonctionnement des institutions, ce qui paraît normal. Donc finalement, la contestation, je pense qu'elle va continuer, mais est-ce qu'elle va prendre une ampleur beaucoup plus grande qu'aujourd'hui? Je pense que c'est assez compliqué de le savoir. Évidemment, elle va continuer puisque les gens n'ont plus à manger, les gens n'ont plus à boire, les gens n'ont plus de transport, toutes les infrastructures finalement sont en train de tomber. Donc oui, elle va continuer pour avoir une vie stable, pour avoir de quoi se nourrir, pour avoir de quoi se soigner. Mais est-ce qu'elle va continuer en opposition directe au gouvernement de Maduro? Là, c'est plus compliqué de le savoir. Je pense que c'est très différent. Il faut vraiment différencier la nécessité des Vénézuéliens et leur désir politique. Voilà, pour moi, c'est vraiment à différencier, c'est-à-dire que si les gens s'exilent, c'est que finalement, ils n'ont pas envie de voter dans le sens où ils ne pensent pas que leur vote sera utile. Alors, on va revenir justement sur cet exode des Vénézuéliens, décidément. Dans notre grand reportage, donc on parle de 1 million de Vénézuéliens qui ont migré vers la Colombie en 5 ans. Est-ce que justement l'élection en Colombie peut menacer cet exode à travers, parce que là, nous, on parle dans notre grand reportage notamment du système de santé qui fait que les Vénézuéliens se dirigent vers la Colombie. Est-ce que, par exemple, à travers une réforme du système de santé, est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué par des candidats? Est-ce que cet exode aussi, comment est-ce qu'il est vu en fait Alors, cet exode des Vénézuéliens en Colombie, effectivement, il est massif. La question des migrants vénézuéliens, elle est centrale dans le débat politique pour les présidentielles colombiennes, puisqu'évidemment, ils sont obligés d'en parler. Maintenant, on a des accusations classiques qu'on a pu entendre en France dans les années 20 contre les migrants italiens, qui sont les migrants nous volent notre travail, les migrants nous affaiblissent notre système de santé, ils profitent de la sécurité sociale et ils augmentent la criminalité. Concrètement, ce sont les accusations qu'on peut entendre à l'encontre des Vénézuéliens, des migrants qui y arrivent. Alors c'est vrai que sur un certain point, ils vont profiter du système de santé qui est assez favorable aux personnes migrants en Colombie. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ce système de santé, je ne pourrais pas approfondir tellement là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que certains candidats vont avoir un discours très très fort à l'encontre des migrants vénézuéliens. On a par exemple un candidat qui s'appelle Germán Vargas Lleras, qui lui prône des mesures finalement anti-migratoires comme celle de Trump à l'encontre des pays du Moyen-Orient. Donc lui, par exemple, il représente le parti Cambio Radical qui s'apparente un peu à l'extrême droite. Il voudrait carrément fermer l'ambassade colombienne au Venezuela, il voudrait fermer la frontière et il voudrait concrètement, il ne le dit pas, mais je pense que ça se fera s'il est élu, expulser les Vénézuéliens au Venezuela. Voilà. Donc on a un candidat qui est extrêmement radical sur ce point. On a d'autres candidats qui sont un peu plus soft, on va dire, comme Humberto de la Calle, dont je parlais tout à l'heure, qui est finalement le successeur logique de Juan Manuel Santos. Lui voudrait plutôt accueillir des ONG dans une zone spécifique, la zone frontalière, pour justement éviter que les Vénézuéliens aillent profiter du système de santé colombien et que ce soit les ONG qui s'en occupent, puisque lui-même l'avoue, en tant qu'ancien membre du gouvernement de Juan Manuel Santos, la Colombie est dépassée par ce phénomène, elle est complètement dépassée. Donc, oui, on a cette question-là, elle est centrale. Maintenant, est-ce que les Colombiens voient ça comme une menace pour leur pays? Je pense que ceux qui habitent au niveau de la frontière, clairement, puisqu'on a une resurgence de la criminalité dans cette région, parce que ce sont des gens qui ont quitté leur pays sans rien du tout. C'est des gens qui n'ont plus rien, qui n'avaient plus à manger,
qui sont sans doute affamés, qui ont des besoins en termes sanitaires, etc. Donc, évidemment, on a une augmentation de la criminalité. Évidemment, les cartels en profitent pour se faire de l'argent sur le passage illégal de la frontière, etc. Donc oui, je pense que ça pose plutôt au niveau de la Colombie un problème sécuritaire plus qu'un problème au niveau du système de santé. La perception des migrants vénézuéliens en Colombie, effectivement, elle est globalement assez négative. Maintenant, il y a ce qu'on perçoit dans les villes et ce qu'on perçoit à la campagne. Je pense que ce qu'on perçoit à la campagne est beaucoup plus radical que ce qu'on peut se percevoir dans les villes. Je pense que dans les villes, il y a quand même beaucoup de gens qui ont conscience des horreurs que ces gens ont pu vivre chez eux et qui sont prêts à les accueillir. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les régions frontalières, ça pose un énorme problème de sécurité. En plus de ça, on a des groupes paramilitaires colombiens et a priori vénézuéliens, mais ce n'est pas prouvé, qui commencent à créer des conflits sur la zone frontalière. Donc du coup, les armées colombiennes et vénézuéliennes, surtout colombiennes, sont obligées de sécuriser cette zone-là, ce qui peut poser problème au niveau des affrontements. On peut très bien imaginer que, en se trompant, des Colombiens vont aller tirer sur des Vénézuéliens. Pour moi, ça pose surtout un problème sécuritaire. Et la question des migrants vénézuéliens, si elle est centrale dans le discours aux élections, on verra bien ce qu'il se passera avec les résultats. C'est-à-dire que, ou bien on va avoir une création des camps de réfugiés, sans doute, une création d'une zone exclusive pour l'intervention des ONG, où on aura une politique extrême d'expulsion et on les laisse se débrouiller au Venezuela. Donc ça va être assez compliqué aussi Pour l'instant, il n'y a pas de consensus dans la classe politique colombienne sur cette question. Personne n'est d'accord, concrètement, et ça fait partie des questions centrales du débat. Et je crois que pour l'instant, personne n'a pu opter pour une solution viable et concrète. En même temps, ça se comprend, c'est extrêmement compliqué d'en trouver une. Maintenant, la question des réformes de santé, elle n'apparaît pas à mon sens, comme une réelle menace pour ces migrants, puisque ce qu'ils cherchent avant tout, c'est une stabilité. Maintenant, est-ce que ils sont une menace pour le système de santé colombien? C'est une chose disons qu'il faut détacher le discours des politiciens anti-migratoires et le discours des Colombiens qui sont touchés par cette migration. Honnêtement, je ne saurais pas quoi dire vu la complexité de la question. Je pense que oui, les Colombiens perçoivent assez mal cette migration. Maintenant, est-ce qu'ils estiment que cette migration peut être une menace? Pour l'instant, je ne pense pas. Ce qui est sûr, c'est que si dans 1 an, voire dans 2 ans ou dans 3 ans, le flux migratoire continue à un même niveau, oui, là, ça risque de poser un énorme problème pour la Colombie. Mais c'est pas seulement pour la Colombie, il faut aussi extrapoler un petit peu, c'est-à-dire que, par exemple, où je suis actuellement en Uruguay, on a énormément de migrants vénézuéliens, il y en a aussi au Brésil, il y en a aussi en Équateur, etc. Pour ces pays-là aussi, ça pose un problème, puisque la plupart des gens, ce sont des familles, des enfants, mais on a aussi des gens criminels qui fuient le Venezuela. C'est une minorité, mais ça peut poser problème aussi. Et c'est des gens qui cherchent du travail. Donc oui, les Vénézuéliens fuient leur pays, ça peut poser un problème sécuritaire pour toute la région si les États concernés ne prennent pas de décision pour les accueillir de manière assez viable. Voilà. Mais la question qui se pose aussi, du coup, c'est cet exode risque de continuer si la situation ne change pas dans le pays. Est-ce qu'il y a une chance? Quelles sont les perspectives d'avenir pour le Venezuela, finalement? Alors, perspectives d'avenir sur le plan sociétal, disons? Oui. Alors, les perspectives d'avenir pour le Venezuela, je dirais que si on a une continuité sur le plan politique, elles sont très mauvaises. Elles sont très, très mauvaises. C'est-à-dire que le système économique du Venezuela, il est victime de ce qu'on appelle la maladie hollandaise. La maladie hollandaise, c'est lorsqu'un pays dépend principalement d'une seule ressource, si les prix de cette ressource chutent, le pays chute avec. C'est exactement ce qui s'est passé en 2014. Et à mon sens, s'il n'y a aucune réforme sur ce plan-là, c'est exactement ce qui se passera par la suite. Le problème du Venezuela, c'est qu'il est dépendant de son économie. Il est dépendant de son pétrole. Et les Vénézuéliens n'ont pas l'habitude de ne pas dépendre d'une ressource, de ne pas avoir de politique sociale qui les aide, etc. Donc, comme ils se retrouvent à l'étranger dans une situation très précaire, voire encore plus que chez eux, les perspectives pour eux, ces migrants qui ont fui le Venezuela, sont mauvaises, mais je dirais presque meilleures que celles qui restent au Venezuela.
Puisqu'au Venezuela, pour l'instant, on n'a plus aucune infrastructure sociale, on n'a plus aucune infrastructure de santé. Les hôpitaux fonctionnent avec une machine ARM pour 1000 personnes. Enfin, c'est quelque chose c'est aberrant, la situation qu'il y a là-bas. L'avenir du Venezuela, pour moi, s'il n'y a aucun changement radical sur le plan politique, va être très mauvais. Sachant que le pays est isolé sur le plan international, que un de ses seuls soutiens, c'est Cuba, mais que Cuba, comme on le sait, n'est pas un pays qui repose sur une montagne de richesses. Elles sont très mauvaises. Je pense que les Vénézuéliens ont, en plus de ça, beaucoup de mal à pouvoir prendre de l'objectivité sur la situation de leur pays, puisque, mine de rien, les médias sont quand même très muselés. On a quand même une censure au niveau informatique, etc. Même une censure sur le plan bancaire, c'est-à-dire que les Vénézuéliens ne peuvent même pas aller acheter des monnaies étrangères. Donc le dollar, par exemple, l'échange de dollars était en tout cas interdit il y a quelques mois. Donc finalement, les perspectives pour les Vénézuéliens sont très mauvaises, dans le sens où l'État tend à museler toute l'opposition, voire tous les citoyens, pour asseoir son pouvoir. Donc tant que le gouvernement n'aura pas changé, je pense que les perspectives sont extrêmement mauvaises pour le Venezuela. Très bien, bon, donc on va suivre de très près donc ce premier tour qui est dimanche, effectivement, pour le Venezuela, et puis à voir comment ça se déroule ensuite. Merci beaucoup, en tout cas, Simon Schmidt, d'avoir pris le temps de nous expliquer la situation pour ces pays. Donc je rappelle à nos internautes que si vous souhaitez consulter ce grand reportage, il suffit de cliquer sur le lien dans la description du podcast, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.